Dans un monde sous tension, marqué par les conflits et les recompositions géopolitiques, quelle place pour l'Afrique? Pour en parler, nous recevons Serigne Mbacké Ndiaye, ancien ministre et fin observateur de la vie politique. Avec lui, nous aborderons les questions sur les conflits internationaux, mais aussi de la situation des 18 supporters sénégalais encore maintenus au Maroc. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais bonsoir et très honoré de répondre encore une fois à votre invitation. J'en profite pour saluer tous les Sénégalais d'ici et d'ailleurs et de souhaiter qu'on puisse avoir des échanges fructueux dans l'intérêt exclusif de notre pays et du continent africain auquel nous croyons fermement. Très bien, merci beaucoup. Au regard de votre expérience et de votre connaissance de l'État, des questions aujourd'hui qui tournent autour de la gestion du gouvernement sénégalais, je rappelle que vous êtes ancien ministre, mais aussi vous portez votre regard sur ce qui se passe en Afrique. Aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe dans le monde, dans la recomposition géopolitique mondiale, quelle place l'Afrique doit-elle jouer? Oui, l'Afrique doit occuper la place qui lui revient. Historiquement, nous le savons, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Les Occidentaux l'ont contesté pendant longtemps, mais les vérités de Cheikh Anta Diop sont là. Nous rappellent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Aujourd'hui, en termes de ressources minières, pétrolières, gazières, hydrauliques, j'en passe. En termes de population, la jeunesse de notre population, de l'agriculture, de tout ce que vous pouvez prendre en compte, l'Afrique, c'est non seulement l'avenir du monde, mais c'est le présent. Donc si aujourd'hui l'Afrique a un problème, si l'Afrique a des difficultés, c'est par la faute exclusive de ses dirigeants. Les dirigeants africains eux-mêmes. Les dirigeants africains eux-mêmes. Parce qu'avant les indépendances, tous les combats que nous avions gagnés, nous les avions gagnés dans le cadre de l'unité. Nous avions au plan politique ce qu'on a appelé un parti qu'on appelle RDA, Rassemblement démocratique africain. Et le RDA avait des ramifications dans beaucoup de pays. Vous entendez par exemple en Guinée, on vous dit PDGI RDA, c'est de parti de Sékou Touré. En Côte d'Ivoire, PDCI RDA, ainsi de suite. Donc c'est un parti qui était là en Afrique. Et dans chaque État, ce parti avait des ramifications. C'est cet ensemble-là qui s'est battu pour nous amener vers les indépendances. Au niveau syndical, c'était exactement la même chose. Et nous avions l'avantage à l'époque d'avoir l'université de Dakar ou l'école William Ponty, où tous les premiers dirigeants africains ont fait leur formation. Ça facilitait le brassage, ça facilitait le rapprochement. Mais avec les indépendances, le colonisateur a compris qu'il ne fallait pas laisser l'Afrique unie, forte. Le colonisateur a fait ce qu'on a appelé la balkanisation de l'Afrique. Oui. C'est pourquoi en 1958, Sékou Touré a voté non pour aller à l'indépendance immédiatement. Le Sénégal a voté oui pour continuer dans l'autonomie avec la France. Et vous vous en souvenez certainement, quand le général de Gaulle devait venir à Dakar, après Conakry, il a été accueilli ici, à ce qu'on appelle aujourd'hui la place de l'indépendance, qui s'appelait à l'époque la place Protet. Ici à Dakar. À Dakar. Senghor avait prétexté une maladie. Mamadou Dia avait prétexté une maladie ou un voyage. Il n'y a que Valdiodio Ndiaye, ministre de l'Intérieur, qui a fait face au général de Gaulle et qui a tenu un discours à l'époque, peut-être le discours de Valdiodio de 1958, si vous le mettez dans le contexte d'aujourd'hui, c'est un discours réactionnaire. Mais si vous le mettez dans le contexte de 1958, oui, c'était un discours révolutionnaire. Et en échange, furieux, agacé, De Gaulle a dit, je veux dire deux mots au porteur de pancarte, si vous voulez l'indépendance, prenez-la. Donc, on est arrivé à ce qu'on a appelé la balkanisation de l'Afrique. Le Sénégal et le Mali ont tenté un premier rapprochement pour former la fédération du Mali, oui, le Soudan français et le Sénégal. Malheureusement, ça n'a pas fait long feu. Vers les années 80, nous avons tenté également une confédération, une confédération avec la Gambie. Ça n'a pas fait long feu. Tout ceci pour dire qu'après le départ du colonisateur, l'Afrique a continué à être gouvernée par des néocolonialistes. Les néocolonialistes, c'est des Africains noirs comme vous et moi, oui, mais qui pensent français, qui agissent français, qui représentent les Français en Afrique. Chaque chef d'État doit avoir son gouvernement,
son cortège, son palais, au détriment de l'Afrique. D'ailleurs, c'est l'objet de mon deuxième livre que je suis en train d'écrire. Nous aurons l'occasion de revenir. Tout ça pour revenir à ce que je disais. Le problème de l'Afrique, c'est le problème de ses politiques. Sinon, l'Afrique, de par le potentiel qu'il a, sur le plan humain, sur le plan des recherches, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Afrique doit occuper aujourd'hui une place de choix et c'est l'occasion de le faire. Et ça passe en partie par l'élection du président Macky Sall au secrétaire général des Nations Unies. Justement, on peut en parler bien évidemment parce que ça fait partie des sujets en tout cas qui alimentent les débats. Par rapport à la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies, vous la trouvez comment cette candidature? Mais je pense que dans ce pays, j'ai été le premier à soulever cette question-là. D'abord, je l'ai soulevée avec le président Macky Sall en 2023, avant l'élection présidentielle. Nous en avons parlé. Oui. Il y a de cela un an, je pense, ou un peu moins d'un an, j'en ai parlé également sur des plateaux. À l'époque, certains pensaient que si le Sénégal ne présente pas la candidature de Macky Sall au secrétaire général des Nations Unies, il ne pourrait pas. J'ai dit non, j'ai mis sur la table le règlement, le fonctionnement, les textes qui régissent le fonctionnement des Nations Unies pour montrer que oui, Macky Sall peut bien être secrétaire général des Nations Unies, même s'il n'est pas soutenu par le Sénégal. Et j'avais conclu en disant que je connais tellement bien Macky Sall que je sais que c'est un homme qui ne va jamais faire un saut vers l'inconnu. S'il décide d'être candidat, c'est parce qu'il est sûr d'être élu. Aujourd'hui, les faits sont en train de me donner raison. Il a pratiquement la totalité, plus de 40 à 50 pays africains autour de lui. Oui. Il y a les grandes puissances autour de lui. C'est l'ami des Chinois. C'est l'ami de Poutine, c'est connu de tous. La France, n'en parlons pas. Donc, toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour que Macky Sall soit élu secrétaire général des Nations Unies et ce sera à l'honneur de l'Afrique et du Sénégal. Est-ce une candidature opportune pour le continent africain? Mais absolument. Oui. Absolument, parce que l'Afrique a besoin, encore une fois, de faire entendre sa voix. Au Conseil de sécurité des Nations Unies? Oui, et vous vous en souvenez d'ailleurs. Macky Sall, le président de la République, Macky Sall à la tête de l'Union africaine et même de la CEDEAO, a toujours porté très haut le message de l'Afrique. Soit au niveau du G7, soit au niveau du G20, soit au niveau du monde arabe, soit au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et il a toujours appelé à une réforme du système des Nations Unies. C'est fondamental. Et les Sénégalais ont joué un rôle assez... Je vous dis par exemple que l'actuel ministre des Forces armées, le général Birame Diop, il était aux Nations Unies. Il était dans le système des Nations Unies. Mais il dirigeait 102 hommes sous sa responsabilité. Si aujourd'hui le Ghana récupère beaucoup d'argent à partir des Nations Unies, c'est justement parce qu'à un moment donné, Kofi Annan, qui était secrétaire des Nations Unies, a aidé quand même le Ghana à avoir une certaine assise surtout au niveau des armées. L'un dans l'autre, il est important. Et j'ai toujours donné une image. Oui. Vous voyez par exemple à l'Assemblée générale des Nations Unies, à laquelle j'ai eu l'occasion de participer grâce au président Abdoulaye Wade et Yannou Yalmay Goudoufan Aguirre. Imaginez à l'Assemblée générale des Nations Unies, à la fin du vote, on proclame Macky Sall élu secrétaire général. Et que le président Bassirou Diomaye de son siège bondit pour venir le féliciter. Il se fasse l'accolade aux yeux du monde entier. Voilà le type d'image que nous voulons voir. Après avoir quitté le pouvoir au Sénégal, le président Abdou Diouf, que je salue au passage, qui a été un très grand président, a fait un discours à l'UNESCO à Paris. Il a remis au président Abdoulaye Wade le prix Houphouët-Boigny pour la paix. Mais ça a été extraordinaire. Ceci le sera davantage si c'est aux Nations Unies que le président Diomaye Faye vienne féliciter le président Abdoulaye Macky Sall. C'est pourquoi d'ailleurs je lui lance un appel. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Il est important que le Sénégal se joigne à ce rouleau compresseur. Parce que de toute façon, avec ou sans le Sénégal, Macky Sall va gagner. C'est clair. Donc, et même par intelligence politique. J'ai toujours dit que si j'étais moi un militant de PASTEF, ou de Diomaye président, je ne sais même pas de quel bord il se situe, j'aurais tout fait pour que Macky Sall soit élu. Parce que si Macky Sall n'est pas élu, il devient un adversaire dangereux en 2029. Autant l'aider à être élu, bien élu, vous participez à la victoire. Donc, si je peux me permettre vraiment, c'est un appel en foi que je lance au président de la République. Sauf qu'entre Macky Sall et Pastef, ce n'est pas le parfait amour.
Et aujourd'hui, ils le prennent comme cible de tout ce qui s'est passé entre Macky Sall, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye aujourd'hui. Oui, mais je pense que nous parlons d'État et les intérêts du pays sont au-dessus de ces considérations personnelles. Il ne faut pas qu'on se mette à faire ce que le président Senghor appelait une opposition crypto-personnelle. On n'est pas dans ça. Quand on est dans un État, et comme j'ai l'habitude de dire, le président Bassirou Diomaye Faye, le premier ministre Ousmane Sonko doivent être des croyants. Il ne suffit pas de dire « je crois en Dieu ». Il faut le pratiquer. Au moment de débuter le carême, tu étais en prison. Le jour de la Korité, tu t'es retrouvé au palais. Si ça ne suffit pas comme exemple, comme leçon de vie, ça veut dire qu'il ne mérite pas d'être suivi par les Sénégalais. Il faut qu'ils le comprennent. Donc ces détails-là, qu'on les mette de côté, qu'ils mettent l'intérêt du Sénégal au-dessus de toute autre cause. D'autant plus que, comment on peut accuser Macky Sall aujourd'hui d'avoir tué, d'avoir versé du sang, d'avoir fait ceci ou cela? Même ceux qui sont pris en flagrant délit, on parle de présomption d'innocence. Macky Sall n'a jamais été convoqué, n'a jamais été jugé, n'a jamais été condamné. Comment on peut, sur la base de ces faits, dire que vous êtes responsable de ceci ou de cela? Si vous voulez avoir la lumière sur tout ce qui s'est passé, c'était facile. Il fallait abroger la loi. Ça semble être un peu contradictoire à ce que pense Guy Marius Sagna. Lui qui avait introduit un projet portant mise en accusation de Macky Sall. Qu'est-ce qu'il est devenu? Le projet. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il faut qu'on arrête à faire comment dirais-je, du folklore, du spectacle. La gestion d'un pays, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. D'abord, il faut avoir la maîtrise, il faut avoir l'expérience, il faut avoir la sérénité, il faut pouvoir s'élever au-dessus de tout ça pour pouvoir gérer un pays. Mais le président Abdoulaye a fait 4 ou 5 fois la prison sous le règne de Diouf. Mais qu'est-ce qui s'est passé après le pouvoir? Ils se sont serré la main, ils se sont fait l'accolade, et puis on est passé à autre chose. Très bien. Et puisqu'on parle de politique et surtout des pouvoirs, votre prochain livre, déjà qui sera publié très prochainement, porte le titre de « Dans l'ombre des pouvoirs ». Oui. Qu'est-ce qu'il raconte ce livre-là? S'agit-il d'un témoignage personnel ou bien d'une analyse approfondie et critique du système politique sénégalais? Alors, c'est un tout. Sans entrer dans les détails, j'ai expliqué comment je suis entré en politique, pourquoi je suis entré en politique. C'est important de le savoir, j'en ai parlé. J'ai parlé de l'historique du PDS, que la quasi-totalité des militants du PDS ignorent aujourd'hui. Les gens ne savent pas qu'avant le PDS, toutes les réunions se tenaient dans un restaurant qu'on appelait la Plantation à la rue de Thionk. Qu'avant le PDS, il y avait un groupe de Casamancés qui voulait créer un parti politique qui s'appelait le Sunugal. Et c'est ce groupe qui s'est retrouvé avec les amis d'Abdoulaye Wade qui avait lancé ce qu'on appelle le manifeste des 200 pour créer le PDS. Ils ne savent pas que le PDS n'était pas un parti libéral, mais un parti socialiste. Le PDS? Oui, qui est devenu par la suite un parti libéral. Donc ça, j'en ai parlé. J'ai parlé des conquêtes démocratiques. J'ai parlé de l'exercice du pouvoir. J'ai parlé des témoignages de Foy Djiboka. Je me suis projeté également dans l'avenir pour dire ce que doit être le Sénégal. Par exemple, quand je théorise qu'on peut arriver à faire 0 chômage au Sénégal, on peut enrayer complètement le chômage au Sénégal, j'ai démontré comment ça peut se faire. Il y a beaucoup de choses. Et le plus important, c'est que j'ai dédié ce livre qui a été préfacé par Aminata Tall, Madame Aminata Tall, ancienne présidente, ancienne ministre d'État. Je l'ai dédié à un ami qui est décédé qui s'appelle Modou Mamoun Samb, qui a beaucoup fait pour ce pays, dans la plus grande discrétion, qui a aidé beaucoup de monde, qui a aidé beaucoup de structures. Malheureusement, aujourd'hui, il n'est pas de ce monde-là. Et ça a été édité par l'édition Moukat, dirigée par M. Touré, un homme qui était à l'ADP, mais d'une courtoisie et d'une disponibilité rare. Donc vraiment, je tiens à lui rendre un hommage. Et j'ai demandé à mon frère et ami, le ministre d'État Habib Sy, de venir également présider la cérémonie de dédicace qu'on est en train de préparer. Bien sûr, j'ai tous mes amis qui viennent de l'extérieur, comme le professeur Fekak du Maroc, mes amis africains et tout ça, qui veulent venir participer à cette manifestation-là. C'est donc une contribution
Par rapport aujourd'hui à Oui, votre oui, expérience, oui. votre vécu, c'est en tout cas ce que vous relatez dans ce livre. Oui, j'ai relaté et j'ai mis quelque part ce que j'appelais le sucré salé. Le secret salé, ça veut Oui, dire c'est quoi? les petites anecdotes du palais autour du président Wade, c'est quelque chose d'extraordinaire. Là, on est vraiment dans les rouages du pouvoir. Absolument. Et l'exercice qui a été difficile pour moi, c'est de dire la vérité, rien que la vérité, mais pas toute la vérité. Également, de parler de faits sans citer des hommes, dans certains cas. Par exemple, quand je révèle qu'un homme, d'après un témoignage que j'ai eu, un homme politique, tenez-vous bien, a égorgé une femme pour en faire un sacrifice en 2002 à Dakar. L'homme politique est là. Il est encore vivant? Il est encore vivant. Je ne le cite pas. Ce n'est pas le seul exemple. Mais j'ai tenu à montrer ce que l'homme est prêt à faire pour accéder au pouvoir. C'est ça l'enseignement qui est important. J'ai tenu à le dire dans le livre. Je ne le cite pas, il le sait. Parce que quand j'ai reçu le témoignage, je le lui ai envoyé. Quand on me dit que c'est telle personne qui est à l'origine, à part Dieu bien sûr, de la mort de M. Untel, je lui ai envoyé le document. Je dis que voilà ce qu'on a dit de vous. Ça, c'est je ne révèle pas son nom. Oui. Lui, il sait. Mais je veux que les Sénégalais se disent, mais tiens, les politiques, les hommes de manière générale, sont capables de faire tout ça pour accéder au pouvoir ou pour garder le pouvoir. C'est ça l'enseignement. Ce n'est pas cette querelle de tu as fait, j'ai fait, mais c'est l'enseignement majeur que j'ai voulu donner aux Sénégalais. Très bien. Et en parlant d'enseignement, je rappelle qu'en tant qu'ancien ministre, vous faites partie des voix autorisées, en tout cas qui commentent, analysent l'actualité au Sénégal. Et là, il y a quand même une question assez préoccupante pour nous Sénégalais, c'est la question de la dette. Je vois que vous portez en tout cas ce combat-là par rapport aux solutions à trouver par rapport à la gestion des finances publiques au Sénégal. Il semble qu'il y a un message en tout cas qui vous tient à cœur et que vous voudrez partager avec tous ceux qui nous suivent. C'est quoi exactement votre proposition par rapport à la gestion des finances au Sénégal? C'est malheureux de constater que, c'est mon intime conviction aujourd'hui, beaucoup de dirigeants veulent maintenir le Sénégal dans cette situation de précarité. Parce que quand nous avons un pays qui est en difficulté au plan financier dans tous les domaines, chacun d'entre nous se doit de chercher des solutions. C'est pourquoi d'ailleurs, je ne cesse de remercier le président Abdoulaye Wade, parce que si j'ai eu certaines relations à travers le monde, c'est grâce à lui. Il y a beaucoup de sources de financement que j'ai mises sur la table du gouvernement. Mais je cite une seule. 100 milliards de dollars, je dis bien 100 milliards de dollars, des fonds licites venant de privés qui ont besoin d'une semaine de négociation à Dakar à leurs frais. Une semaine de négociation. Si les accords sont trouvés avec les grands projets de l'État, que ce soit en BOT ou en PPP, ils ont 1 mois pour mettre les fonds à la disposition de l'État du Sénégal. Je parle de 100 milliards, je ne parle pas de CFA. Je parle de 100 milliards de dollars. Vous mettez le dossier à la disposition des autorités compétentes, même pas une réponse. Même pas une réponse. C'est vrai, j'ai eu des discussions avec certains agents de certains ministères, je me garde de les citer, qui ne comprennent rien de ce qui se passe. Je constate malheureusement que nous sommes dirigés par des gens qui sont dépassés par le mode de financement. Aujourd'hui, c'est des financements innovants qui développent le monde. Allez au Rwanda, comment ça se développe? Allez au Bénin, comment ils sont en train de financer? Il y a des pays limitrophes avec qui je suis en train de travailler, qui sont sur ces dossiers de financement, qui vont régler définitivement le problème de finance. Au moment où nous sommes là, nous courons derrière des privés dans la sous-région pour lever des fonds. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Au moment où tu vas emprunter de l'argent, avec un taux de 7 à 8%, sinon plus. On vous dit, vous avez ici 100 milliards de dollars, avec un taux maximum de 1,5%, et tu peux aller jusqu'à 10 ans ou plus pour le remboursement. Si tu craches dessus, moi, je ne comprends plus. Et s'il juge qu'il y a des risques à courir par rapport à cette proposition? Mais il n'y a aucun risque. Vous savez pourquoi il n'y a pas de risque? Oui. Cette structure qui a les agréments, qui a tout ce qu'il faut, avec toutes les autres du monde, s'ils débarquent dans un pays, c'est eux qui parlent au FMI et à la Banque mondiale pour leur dire, nous sommes dans tel pays. Le FMI ne va jamais s'immiscer
dans le financement de ces organisations-là. On ne peut pas avoir mieux. Ils ne veulent pas, mais d'autres pays sont en train d'en profiter. Et finalement, où se situe le problème? Le problème, c'est qu'ils n'en veulent pas. Mais il y a d'autres pays qui en veulent. Ah, mais je ne peux absolument rien. J'ai parlé à qui de droit. En seconde de président de la République, j'ai pris la décision de ne plus lui écrire de lettres. Je l'ai écrit à 3 reprises, il n'a jamais réagi. Je ne l'écris plus au président de la République. Je n'ai pas sollicité également le ministre de Premier ministre pour ces questions-là, parce que quand même, je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Je sais qu'aujourd'hui, parler d'un dossier au Premier ministre qui concerne le président, ou parler du président d'un dossier qui concerne le Premier ministre, vraiment, ça ne sert à rien du tout. Moi, je veux être réaliste, je veux être vraiment réaliste dans tout ce que je fais. Mais j'ai parlé aux autorités compétentes. Malheureusement, ça ne les intéresse pas. Bon, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Je continue mon chemin et je travaille avec d'autres pays. Très bien. Malheureusement pour les pays. Nous sommes dans Horizon Afrique et l'actualité, figurez-vous bien, ce n'est pas tout simplement la politique, mais c'est aussi le sport. Monsieur le ministre, il y a eu la confirmation des condamnations prononcées contre 18 supporters sénégalais par le tribunal de Rabat. À ce stade où nous sommes, quelle devait être aujourd'hui la posture des autorités sénégalaises pour demander leur libération? Je vous prends à témoin pour dire que je ne suis pas sûr, parce que je l'ai dit ici sur votre plateau. Cette affaire a été colorée au plan politique, mais en vérité, ce n'est pas une affaire politique. Ah oui? Ça dépasse le cadre. Je le dis depuis le début. La vérité, c'est qu'entre le Maroc et le Sénégal, en dehors du sport, ce n'est plus le parfait amour. La raison, une des raisons au moins que je connais, oui. À chaque fois qu'un président prenait le pouvoir au Sénégal, il prenait contact avec le royaume chérifien. Depuis Hassan II jusqu'au moment où nous parlons. Hassan II, Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall jusqu'à présent. Le président Diomaye Faye a fait le tour du monde et n'a jamais posé les pieds au Maroc. Ça, les Marocains ne l'ont pas pardonné. Ça, je peux vous le dire. Et sur ce, on peut parler de crispation diplomatique? Absolument. Entre les deux pays? Absolument. Sinon, un problème comme ça, il aurait suffi que le président ou même le ministre de l'Intérieur, des Sports, prenne son téléphone pour régler ce problème-là. C'était banal. Ça n'a jamais été fait. Vous voyez, la crise entre le Maroc et le Polisario était plus grave. Le Sénégal était là, a joué son rôle. Donc, il y a cette affaire. Et ensuite... Excusez-moi, monsieur le ministre, de vous interrompre. Pourquoi alors, ou bien comment, quelle est donc l'utilité du voyage du Premier ministre Ousmane Sonko au Maroc dans tout ça? Mais je vous pose la question. D'autant plus que le président, le roi du Maroc n'en veut pas au Premier ministre. Ce n'est pas son homologue. Ah oui? Ah, son homologue, c'est le président. À égale dignité? Absolument. C'est le président de la République. C'est lui qui n'a pas fait ce qu'il devait faire. Ça, c'est un problème. Ensuite, il faut comprendre que si le Maroc avait gagné la Coupe d'Afrique, l'actuel président de la Fédération marocaine, qui est le ministre du Budget, serait nommé Premier ministre. Fawzi Lekja. Il serait nommé Premier ministre. Ça n'a pas été fait. Donc, comme disent les Khalei, de tour Sénégal. Voilà pourquoi la défaite est lourde. Mais avant ça, il y a eu un tremblement de terre au Maroc, il y a 3 ans de ça. Oui. Les Marocains ne voulaient plus de la Coupe d'Afrique. Ils voulaient la reconstruction des bâtiments qui sont tombés. L'État s'est entêté. Et voilà le résultat. Dernier élément qui concerne Motsepe, parce que peut-être on y reviendra, oui. C'est quelqu'un qui est venu dans le football pour satisfaire ses ambitions politiques. Motsepe cherche à être président de la République en Afrique du Sud. Il est en pole position à cause de la CAF. Donc voilà le contexte. Maintenant, quand tout ceci s'est passé, oui. Sachant que le président de la République ne peut pas régler ce problème, sachant que la Fédération sénégalaise de football ne peut pas le faire, parce que l'erreur de la Fédération, de mon point de vue, c'est d'avoir accepté l'amitié, pour ne pas dire autre chose, du président de la Fédération royale marocaine, avant son élection, avant l'élection du président Abdoulaye Fall. Et dès son élection, il s'est rendu au Maroc, comme pour lui dire merci de votre soutien. Oui. C'est la seule lecture qu'on peut Et il dit même que Fawzi Lekja, c'est son ami. Voilà. Donc, il ne peut pas le faire. J'ai prôné la diplomatie religieuse. Il faut savoir que quand Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh a quitté ce bas monde, les Marocains ont mis le drapeau en berne. Ça veut dire beaucoup de choses. Allez aujourd'hui à la Zawiya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif à Fès. Serigne Abdou Aziz Sy, justement, Dabakh dont j'ai parlé, et Taïbou Ndiaye qui est ici, ont beaucoup contribué à la rénovation de ce mausolée.
les Marocains de manière générale, Sa Majesté le roi du Maroc en particulier, place la tariqa Tidjani à un niveau extrêmement élevé, jamais égalé. C'est pourquoi j'avais dit, il faut faire une délégation. Le président de la République peut être à la base de ça. Les membres les familles des supporters peuvent être à la base, mais c'est le président qui doit le piloter. Il doit mettre son homme, même son conseiller, dirigé par le représentant du Khalif général de Tidjane, Seigne Babacar Sy Mansour, avec un représentant des Layènes, de la famille omarienne et des Niassènes. S'ils vont au Maroc, ils ne reviendront pas sans ces jeunes-là. D'autant que le Sénégal est considéré comme le capital de la Tidjania en Afrique de l'Ouest. C'est ça. Je l'ai toujours dit et répété. Mais on est dans un pays où quand tu parles aux gens, tu as l'impression que... D'ailleurs, c'est après coup qu'ils te disent qu'est-ce que vous pensez de ça, alors que vous en avez parlé depuis très longtemps. Donc je le dis, je le répète tous les jours. On n'a que, de mon point de vue, en tout cas, cette solution pour régler cette question-là. Très bien. Tout à l'heure, vous avez parlé de Motsepe. Que vous inspire sa visite au Sénégal exactement? Mais il est en train de polir son image, de redorer son blason après ce qui s'est passé. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce qui l'intéresse lui, ce n'est pas le football. C'est la politique. C'est la politique. Il a besoin d'avoir une image bien polie pour être choisi par l'ANC et pour être président de la République sud-africaine. Et pourtant, il dit qu'il était venu au Sénégal pour apaiser la tension entre le Sénégal et le Maroc. Oui, dans quel but? C'est justement pour cette raison dont j'ai parlé. On n'a pas besoin d'apaiser de tension. On avait besoin de dire la vérité, rien que la vérité au moment de le dire. Vous avez vu que le président, Augustin Senghor, oui, sur les tribunes le jour de la finale, a failli en venir en main avec d'autres responsables. Quand le pénalty a été sifflé, mais il était dans tous ses états. Mais quand le pénalty a été raté également, tout le monde s'est jeté sur lui pour le congratuler. Donc Motsepe n'est là que pour polir son image. Il ne fallait pas lui donner cette occasion. Ça, j'en veux à la Fédération sénégalaise de football. L'union demeurer il ne faut pas l'accepter. Au moment de parler, au moment de dire la vérité, tu ne l'as pas fait. Tu as laissé faire. Mieux, non seulement tu as laissé, mais tu as été complice. Parce que nous le savons. Bien avant le démarrage de la Coupe d'Afrique, la CAF a réuni toutes les conditions pour faire gagner le Maroc. Le choix de la commission des arbitres, le choix des arbitres, tout a été réuni. Mais ils avaient oublié le juge là qui est ici. La justice divine. La justice divine. Très bien. Alors, monsieur le ministre, nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre entretien, mais il y a une question quand même qui est assez importante pour terminer. L'Afrique est-elle aujourd'hui spectatrice ou véritable actrice de son destin dans le nouvel ordre mondial? Alors, c'était peut-être l'objet de la première partie de notre discussion, parce que les deux sont liés. C'est ça. Vous savez, l'Afrique comme le Sénégal, nous n'avons pas de problème économique. Nous n'avons pas de problème financier. Nous avons des problèmes politiques. Tous les problèmes du monde sont des problèmes politiques. Naturellement, les problèmes politiques également sont les problèmes du monde. Aujourd'hui, nous avons installé, je dis nous parce que je fais partie du monde, un homme à la tête des États-Unis. Qui est ce qu'il est? Mais ce sont les Américains qui l'ont choisi. Ce n'est pas nous. Si le choix de Trump dépendait de nous, nous ne l'aurions pas choisi. Mais c'est eux qui l'ont choisi. Dieu a fait qu'aujourd'hui, les États-Unis constituent la première puissance du monde. Comme disent les Wolofs d'Ofou Amdole, il faut s'en méfier. Il s'est attaqué à tout le monde. À Macron, aux Russes, à tout le monde. Nous n'avons pas à relever ce défi. Vous n'avez vu aucun État, aucun homme politique, aucun dirigeant étatique s'attaquer aujourd'hui aux Américains. Ils ne le font pas. Parce qu'en vérité, et c'est ça la réalité, nous ne boxons pas sur le même ring. Alors, donc nous avons intérêt à nous battre. Nous avons intérêt à avoir des hommes politiques à la tête de nos États qui sont à la hauteur. Mais malheureusement, depuis le départ de Abdoulaye Wade, de Obasanjo, de Bouteflika, ainsi de suite, de Thabo Mbeki, de Mohamed El Khadafi, nous n'avons plus les dirigeants que mérite l'Afrique. Malheureusement. Moi j'avais la chance de travailler avec le président Abdoulaye Wade sur même un projet de gouvernement africain, avec un président, un vice-président, ainsi de suite. Le président Macky Sall a essayé de tenir
le drapeau, ça n'a pas marché. Donc, première chose à faire, battons-nous pour avoir les hommes que nous méritons à la tête de nos pays. Ça, c'est la première chose. Si cette question est réglée, nous pourrons faire face au monde entier. Mais tant que cette question ne sera pas réglée, tant que le chef d'État africain aura l'impression qu'il est inférieur à Macron et qu'il est inférieur à un autre, ça ne marchera pas. Je regarde hier seulement une vidéo dans laquelle le président Ouattara disait, quand quelqu'un me dit, oui, la France a dit, vous parlez de quelle France? Vous parlez de quelle France? Ce que Macron dit ou nous dit ne m'intéresse pas. Ce que nous pensons, nous, en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains. Donc, battons-nous pour la réalisation de nos États-Unis. Encore une fois, je ne crois pas aux États-Unis d'Afrique en tant que tels pour le moment. Oui. D'ailleurs, comme je le disais, c'est l'objet de mon prochain livre. Je me suis dit entre le Sénégal, la Guinée, le Mali, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Bénin, le Niger, le Burkina Faso, il y a 9 États. Oui. Parce que nous sommes unis par tout. La géographie, l'histoire, la religion, l'ethnie. Et même l'eau que nous buvons vient du Fouta Djallon. C'est pourquoi d'ailleurs je dis tout le temps à mes amis, faites attention quand vous parlez des Guinéens. Parce que même l'eau que nous consommons à Dakar nous vient du Fouta Djallon. Donc nous devons travailler à avoir une unité. À ce niveau-là, qui parle d'une seule voix au niveau de la diplomatie, qui parle d'une seule voix au niveau de la monnaie, que parle d'une seule voix au niveau sécuritaire. Toutes les autres questions peuvent être laissées aux différents pays, mais sur ces questions, je pense qu'il y a un consensus à trouver. Si nous le faisons, l'Afrique pourra élever la voix et se faire entendre partout dans le monde. Mais si on reste dans cet état de micro-état, l'Afrique continuera à subir les foudres de ces puissances coloniales. Très bien. J'éprouve beaucoup de plaisir en tout cas à vous écouter. Merci ça beaucoup. prouve encore une fois que vraiment vous êtes une mémoire vivante. Merci. Nous vous remercions, Monsieur le ministre Mbacké Ndiaye, d'avoir vraiment répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je ne terminerai pas sans remercier mon cousin Falde, comme je l'appelle, qui est ici à la Médina. Et je lui demandais de venir vous faire à tous vraiment des tenues de cette nature. En commençant par Éric Fabre. Parce que lui, quand même, il est aussi sénégalais que nous. Plus sénégalais que certains Sénégalais. Parce qu'il fait plus que beaucoup de Sénégal. Donc vraiment, je lui tire mon chapeau, je lui rends hommage. Merci beaucoup. Voilà. C'était votre émission Horizon Afrique. Nous espérons vous retrouver très prochainement pour un autre numéro. Horizon Afrique, un autre numéro, un autre rendez-vous. À la prochaine.